Bonjour à toutes et à tous. Alors aujourd'hui, on va s'attaquer à un gros morceau, l'histoire de notre futur métier. On va voir comment l'art du jardin est passé, en gros, du statut de simple déco pour les riches et puissants à celui d'outil carrément indispensable pour la santé et la cohésion de nos villes. C'est un vrai voyage, vous allez voir, au cœur même de ce qui fait notre identité de paysagiste. Bon, avant de commencer, il faut qu'on soit tous d'accord sur une chose, une définition absolument fondamentale. Le paysage, ce n'est jamais neutre. C'est toujours un dialogue. Un dialogue entre la géographie d'un côté, le sol, le climat, le relief, tout ce qui est là, quoi, et la culture de l'autre. Ce qu'une société y met, ses rêves, ses peurs, ses ambitions. Gardez bien ça en tête, c'est vraiment la clé de voûte pour déchiffrer tout ce qui va suivre. Alors voilà notre parcours. On va d'abord voir le jardin comme une affirmation du pouvoir. Ensuite, comment on est passé de ce contrôle total au style pittoresque. Puis, la grande révolution, le parc qui se met au service du peuple. Et on terminera sur notre héritage aujourd'hui, le paysagiste entre ingénieur et réparateur. Allez, on plonge direct dans le vif du sujet. On commence à une époque où le jardin, oubliez la petite détente du dimanche, c'était un pur instrument politique, une véritable toile sur laquelle un roi venait peindre sa toute-puissance. Et pour bien saisir ça, on va mettre face à face deux philosophies, deux mondes qui n'ont, mais alors, rien à voir. Regardez bien ces deux images. D'un côté, Versailles. De l'autre, Kyoto. La question qu'il pose au paysage n'est pas du tout la même. D'un côté, on a la volonté de dominer la nature, de la plier à la géométrie, à la raison humaine, et de l'autre, c'est tout l'inverse. On cherche à s'y fondre, à s'effacer presque, pour mieux en révéler la beauté intrinsèque. Ce sont donc vraiment deux langages distincts. À Versailles, c'est le langage du pouvoir. Ça s'exprime comment? Par la symétrie parfaite, la ligne droite, cet axe qui file vers l'infini pour bien montrer qui est le patron. C'est une pure affirmation de maîtrise. À Kyoto, on parle le langage de l'éveil. Et là, tout est différent. On joue avec l'asymétrie, l'équilibre subtil entre le plein et le vide, dans un art qui vise à donner une illusion de nature parfaite. Cette phrase, elle dit tout. L'œil du roi voit tout et contrôle tout. Le paysage devient une carte d'état-major. C'est exactement ça l'idée de Le Nôtre à Versailles. Cette perspective qui s'étire à l'infini, ce n'est pas juste pour faire joli, c'est un message politique d'une clarté absolue. Mon pouvoir est sans limite, il va jusqu'à l'horizon. Le jardin, en fait, c'est une manière de dire « tout ce que vous voyez m'appartient ». Et avec Versailles, on change complètement d'échelle. C'est ça qui est dingue. Le jardin n'est plus un petit carré clôturé, ça devient un territoire entier. Le paysagiste, il ne dessine plus des petits massifs de fleurs, il redessine carrément la géographie. C'est vraiment la naissance de ce qu'on appelle le grand style. Et là, maîtriser la perspective, l'eau, les plantes, tout ça, c'est une démonstration de la puissance de toute la nation. Mais bien sûr, ce joueur de domination, ça ne dure jamais éternellement. On avance un peu dans le temps, fin du XVIIIe siècle, on traverse la Manche, direction l'Angleterre. Et là, il y a un vrai basculement culturel qui se prépare. On en a marre, mais alors marre de cette rigidité, de cette raison froide du jardin à la française. On veut autre chose, de l'émotion, du grandiose, une nature qui a l'air libre. Et là, le contraste est saisissant. Fini la ligne droite, on adopte la ligne sinueuse, la ligne serpentine, qui suit les courbes du terrain. On fait tomber les murs, littéralement, pour les remplacer par des AA, vous savez, ces fossés un peu cachés qui donnent l'impression que le jardin se prolonge sans fin dans la campagne. L'idée, ce n'est plus de dominer, c'est de charmer, de séduire le regard et l'esprit. Mais attention, ne soyez pas naïfs. Cette nature a l'air libre, mais c'est une illusion totale, une mise en scène hyper contrôlée. Chaque virage du sentier, chaque point de vue est calculé au millimètre près. On va même jusqu'à construire de fausses ruines, des grottes artificielles, des temples, tout ça pour provoquer une émotion bien précise. C'est ce qu'on appelle la troisième nature, une nature complètement réinventée par l'homme. Le paysagiste n'est plus un architecte, il devient un véritable metteur en scène. On arrive maintenant à ce qui est sans doute le plus grand tournant de notre histoire. Le moment où le paysage, qui était le jouet des riches, va devenir une nécessité pour absolument tout le monde. C'est la grande, la spectaculaire révolution du parc public. Pour comprendre, il faut se projeter. Imaginez les villes du 19e siècle en pleine révolution industrielle. Noires de la fumée de charbon, surpeuplées, insalubres, c'est un cauchemar sanitaire. Et la question qui se pose à l'époque, elle est brutale. Comment est-ce qu'on peut bien survivre là-dedans ? Et la solution qui va émerger, elle est radicale. Le parc. Le fameux poumon vert. D'un coup, le paysage n'est plus vu comme un tableau à regarder. Non, il devient un outil, une infrastructure de santé publique, aussi vitale que les égouts ou l'eau potable. C'est une idée, mais complètement révolutionnaire pour l'époque. Cette phrase-là, elle est capitale.
Au XIXe siècle, le jardin cesse d'être un décor pour devenir un service. On ne demande plus au paysage d'être seulement beau, on lui demande de sauver la ville. Voilà, tout est dit. On passe du paysagiste artiste au paysagiste ingénieur social. La mission n'est plus la même, on ne cherche plus à plaire, on cherche à soigner, à construire des espaces solides, fonctionnels, pour ventiler la ville et les têtes. Et l'exemple parfait, l'icône de cette révolution, c'est évidemment Central Park, l'œuvre de Frederick Law Olmsted. Il faut vraiment se rendre compte de l'audace monumentale du projet. Aller imposer un vide de 341 hectares en plein milieu de Manhattan, où chaque centimètre carré coûtait déjà une fortune. C'est juste un acte fondateur de notre discipline moderne. Mais le vrai coup de génie d'Olmsted, ce n'est même pas la taille du parc. C'est une idée technique toute simple mais brillante, la séparation des flux. Il a compris un truc essentiel. Pour que la déconnexion avec la ville soit totale, il ne faut jamais, au grand jamais, que le promeneur croise une voiture. Alors qu'est-ce qu'il a fait? Il a tout simplement enterré les routes qui traversent le parc. Elles passent en dessous dans des tranchées, invisibles. Et en faisant ça, Olmsted, il ne crée pas juste un grand jardin. Il invente carrément une machine à déconnecter. Un endroit pour la récréation, au sens littéral du terme, se refaire, se recréer. Et surtout, cet espace, il est pensé pour être démocratique. C'est un lieu où l'ouvrier et le bourgeois peuvent se croiser, se promener, respirer le même air. Le paysage devient un véritable lien social. Alors voilà, tout ce cheminement historique nous ramène à nous maintenant. Qu'est-ce qu'on hérite de tout ça? Et surtout, la grande question, quelle est notre mission à nous, futurs paysagistes du XXIe siècle? Cette petite frise, elle résume bien notre parcours, non? On est passé de simple cultivateur à la base, puis architecte à la Renaissance, politicien à Versailles, hygiéniste au XIXe. Et aujourd'hui? Eh bien aujourd'hui, un nouveau rôle s'ajoute, peut-être le plus important, celui de réparateur. Et cette phrase, je pense qu'elle définit parfaitement notre job aujourd'hui. Nous sommes des réparateurs. Notre métier, c'est de recréer du lien là où il a été brisé, entre l'homme et le sol, entre la ville et le sauvage. C'est exactement ça. Face à la crise climatique, à l'étalement des villes, à la destruction des écosystèmes, notre boulot, c'est de retisser, de réparer ce qui a été cassé. Et ça passe par une connaissance intime du fonctionnement du vivant. Le sol, l'eau, la faune, la flore. Le paysage, ce n'est plus juste une jolie surface, c'est un système. Un système vivant et complexe qui gère l'eau de pluie, qui rafraîchit nos villes, qui abrite la vie. Bref, ce n'est plus un luxe, c'est devenu le système immunitaire, le système de survie de nos métropoles. Et donc je vous laisse avec cette question, qui est la question pour notre génération. Après avoir raconté l'histoire du pouvoir, puis celle de l'émotion, puis celle de la santé pour tous, quelle est la nouvelle grande histoire que le paysage doit raconter aujourd'hui? C'est notre défi, c'est à nous de l'inventer et de la construire.